Mercredi 13 mars 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. L'Assemblée nationale du Niger n'est ni de près ni de loin associée à l'arrestation du Nigérien M. Mohamed Sidi Mohamed, arrêté donc en Guinée-Bissau le week-end dernier dans un trafic de cocaïne. C'est le secrétaire général de l'institution qui l'a déclaré ce matin en exclusivité à la radio-télévision Labari. L'affaire, vous le savez, défraie la chronique depuis le week-end dernier, où dans le cadre de l'arrestation de plusieurs personnes en Guinée-Bissau en détention d'une quantité importante donc, de cocaïne, défraie la chronique. Et parmi ces personnes figure donc ce Nigérien du nom de Mohamed Sidi Ahmed, qui serait un conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale. Le résumé de la réaction du Parlement nigérien dans ce reportage de Sadou Doumi et Adam Souvan. Mohamed Sidi Mohamed, un inconnu pour bon nombre de Nigériens, fait le buzz ces derniers jours sur les réseaux sociaux et pour cause, il serait impliqué dans un trafic international de cocaïne. Le sieur qui serait arrêté dans un pays de la sous-région avec une importante quantité de drogue se trouve être un conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale du Niger. Une institution qui dit ne détenir aucune information sur la dite affaire. On a commencé à en parler à partir, si je ne m'abuse, de dimanche soir. Nous n'avons pas encore eu assez de recul pour avoir la bonne information, la vraie information, les faits, comme on dit chez vous les journalistes, les faits, nous ne les avons pas encore. Nous sommes encore au même stade que vous. Nous cherchons à nous informer. Nous cherchons à nous renseigner, ça c'est un fait. Mais pour l'instant, où je vous parle, nous n'avons pas toutes les données du problème. Nous avons, tout comme vous, appris sur les réseaux sociaux ce qui se passe. De quoi s'agit-il? Est-ce quelque chose d'avéré? Je n'en sais pas, je ne sais rien pour le moment. Nous sommes une administration ici. C'est l'Assemblée nationale, vous savez bien quel rôle elle joue au Niger, quelle est sa place dans l'architecture institutionnelle du pays. Donc elle ne peut pas s'emballer pour parler des choses qui sont encore au conditionnel. On l'a dit, on aurait vu. Non. Et pour l'instant, tout ce que j'ai pu vous dire, l'intéressé, on a exhibé de ses cartes professionnelles. D'abord, je corrige, il ne s'agit pas d'une carte professionnelle. Il s'agit à peine d'un badge d'accès à l'Assemblée. C'est sa seule fonction. Ce papier n'a que cette fonction-là. Un simple papier, mais qui fait l'objet de spéculations allant jusqu'à impliquer l'institution pour les uns et son président pour les autres dans cette sale affaire. Voici un individu qui aurait commis un crime, parce que là je pense que les questions de drogue dépassent le cadre du délit, un crime, et voilà qu'on fait l'amalgame avec une institution comme l'Assemblée nationale. Non. Un conseiller, je vais dire, à un niveau politique, ne saurait en aucune manière, à Niamey, au Niger ou ailleurs, engager la responsabilité de l'Assemblée nationale. Surtout sur un fait aussi grave. Pas du tout alors. Donc l'Assemblée nationale, je le répète haut et fort, ne saurait en quoi que ce soit être impliquée dans cette question. Pour être vraiment clair, ça n'est pas un familier de l'institution. Ça n'est pas un familier du président. Alors pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Toutes les gestions politiques ont toujours eu de leur sillage un certain nombre, je veux dire, de conseillers, de chargés de mission, mais pour autant, ces gens-là, ces individus-là, ou ces messieurs-là, j'allais dire, ne sont pas, que dire, n'engagent pas leurs actions, leurs actes n'engagent pas l'institution. Que cette affaire s'avère vraie ou fausse, la manière dont elle est perçue par les uns et les autres doit nous interpeller. Nous devrons toujours être guidés par l'esprit patriotique et éviter de chercher à ternir l'image du pays et ses institutions. Il urge aussi que les autorités compétentes combattent avec la dernière énergie ce fléau qui ne fait que prendre de l'ampleur. Restons toujours au niveau du Parlement où les députés nationaux ont eux aussi, après le décret pris en Conseil des ministres pour rehausser les frais de mission des ministres et les personnalités ayant rang de ministre en dehors de leur lieu de résidence ainsi que les fonctionnaires de l'État. Les députés aussi ont décidé donc eux aussi de revoir à la hausse les traitements, donc ces taux de frais de mission lors des déplacements en dehors de leur lieu de déplacement. Voyons tout cela dans ce reportage d'Aboubacar Souley et Ali Cissé Ibrahim.
Au moment où la majorité des Nigériens vit dans la précarité et que la classe moyenne tant chantée par le président Issoufou Mahamadou peine à éclore, l'ébahissement est devenu grand au sein de l'opinion publique. En effet, malgré la morosité ambiante, les députés de notre pays n'ont rien trouvé de mieux que d'emboîter le pas aux membres du gouvernement en rehaussant considérablement leur prime de déplacement. Ainsi, de 50 000 francs CFA par jour sur le plan national, la prime de déplacement passe à 100 000 francs CFA. De 200 000 quand le déplacement se fait dans un pays africain, elle passe à 350 000 francs CFA. Et de 260 000 francs, elle passe à 400 000 francs CFA lorsque les voyages sont effectués, entre autres vers l'Éthiopie, le Maghreb ou l'Europe. Une situation qui a suscité la réaction de l'acteur de la société civile, Ibrahim Djouri. Il n'est pas normal que dans un pays où près de 60%, n'est-ce pas, près de 60% de sa population vit un train de vie de pauvreté avec moins de dollars par jour, que le gouvernement d'abord augmente le nombre de l'administration politique et publique. Parce que nous en avons deux. Le Niger prend en charge tout ce beau monde-là. Et en dehors de l'augmentation numérique, il y a aussi l'augmentation en termes de substance de prise en charge des acteurs. Le gouvernement le fait parce qu'il estime qu'il est un pays conquis. Il a conquis un peuple. Il a soumis un peuple. Ce n'est plus un rapport de gouverner et de gouverner sur la base d'un contrat social établi par les lois, les règlements, qui exigent un état de droit, qui exigent les principes de la bonne gouvernance. Non, c'est un rapport de force de dominé et de dominant. Et le dominant estime qu'il a le droit sur tout, y compris sur la liberté, la vie et le patrimoine national. Alors, vu l'attitude des gouvernants, quelle devrait être la réaction du peuple? Chaque peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite. Peut-être c'est ça que les Nigériens aussi méritent, et ils apportent la preuve que si vous nous méritez, eh bien vous allez souffrir de nous. Et on va piller comme on veut, et puis ils le poursuivent. On a dénoncé déjà le nombre de gouvernements, la taille du gouvernement, parce que c'est assez important. Le gouvernement officiel, je dirais. Mais on a fait un gouvernement informel de même taille pratiquement, autour de la présidence. Nous avions dénoncé l'augmentation du nombre de députés, n'est-ce pas, passant de 113 à 171. Mais les Nigériens, comme ils n'ont pas été à la hauteur de mobilisation appropriée pour l'arrêter, maintenant c'est déjà une aggravation de la charge, n'est-ce pas, de fonctionnement de cette institution. Maintenant, on augmente aussi les revenus des parlementaires, comme pour dire que, en fait, l'État nous appartient. Les gouvernants ont voulu l'État aux citoyens. Et les citoyens restent encore indifférents à se mobiliser encore davantage pour aller à la reconquête de l'institution publique qu'est l'État, pour finalement imposer une compréhension au gouvernement que les biens publics sont vraiment publics. Ce n'est pas un nom, c'est un statut. Enfin, il n'est pas exagéré de dire aux dirigeants de notre pays de revoir leur dynamique et de se rappeler qu'avant tout, ils doivent être au service du peuple. Et puis, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, le week-end écoulé, les forces de défense et de sécurité du Niger ont engagé des opérations de ratissage dans le lit du lac Tchad à la traque des éléments de la secte Boko Haram, une offensive qui, selon le communiqué, a été un succès. Les forces engagées dans cette opération sont rentrées saines et saufs donc, avec des résultats très, très encourageants. Le résumé de ce communiqué avec Hassan Saleh Mustafa. Les forces armées nigériennes ont une fois de plus frappé fort sur l'ennemi dans le lit du lac Tchad à travers une vaste opération de ratissage engagée le samedi 9 mars 2019 dans la zone. Le déluge de feu du mardi 12 mars 2019 sur Boko Haram a permis de mettre les ennemis hors d'état de nuire. 33 terroristes ont été tués et un important arsenal de guerre récupéré. 2 véhicules, 2 motos, un mortier de 120 mm, 10 fusils AK-47 avec 12 chargeurs garnis, 2 obus de 60 mm et 3736 munitions de tout calibre. Cette offensive d'envergure des forces armées nigériennes sur le lit du lac Tchad a permis de débusquer et de mettre en déroute les combattants de Boko Haram errant tout au long de la frontière nigéro-nigérienne dans cette partie du Niger. Cette opération de ratissage, la deuxième du genre au cours de cette année 2019,
intervient quelques jours après l'attaque d'une position de la gendarmerie nationale à l'est de Difa, où plusieurs éléments de la gendarmerie ont été tués par les terroristes de Boko Haram. Avant cette attaque de Guesquerou, en février dernier, une position de la garde nationale a été prise pour cible, toujours par le groupe terroriste Boko Haram à Chetimawongo dans la commune de Chetimari. Là aussi, des morts ont été enregistrés dans le rang de la garde nationale. En début de cette année, précisément en janvier dernier, les forces armées nigériennes ont infligé une énorme perte au Boko Haram dans le lit du lac Tchad. Une intervention vivement saluée par le ministère de la Défense nationale, mais aussi par les Nigériens qui ont apporté et qui continuent à apporter toujours leur soutien inconditionnel aux hommes entrés sur les fronts. Parlons à présent de la gourme équine ou angine du cheval. C'est une maladie qui décime depuis quelques mois au Niger, en tout cas les ânes et les chevaux. Une maladie qui, selon les autorités en charge des ressources animales, s'est déclenchée à Zender en août 2018 avant de se propager dans presque toutes les régions de notre pays. Mais déjà, des dispositions sont en train d'être prises pour enrayer la maladie. Le reportage est signé Aboubakar Souley et Ismaël Moumouni. Plus de 5000 têtes d'ânes et de chevaux sont décimées par l'épidémie de gourme. Cette maladie, qui attaque uniquement les équidés, a été propagée par le vent sur l'ensemble du territoire national. Face à cette situation, des mesures sont prises pour stopper ce ravage du cheptel. L'État a pris toutes les dispositions pour prépositionner les produits au niveau de chaque région. L'utilisation est gratuite. Ça, vraiment, c'est une information très importante qu'il faut noter. Au niveau de chaque région, l'État a prépositionné des produits, des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Je vous ai dit aussi que ces produits répondent très très bien. L'animal qui a reçu ces produits, vraiment, il est guéri. C'est une maladie extrêmement contagieuse. Donc ça, c'est important. L'aspect contagiosité fait que un animal qui est guéri peut recontacter la maladie. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention sur les moyens qui sont utilisés, les matériels qui sont utilisés, les abreuvoirs. Même l'agent qui traite, il faut qu'il prenne certaines dispositions pour ne pas diffuser la maladie d'un endroit à un autre. Il faut vraiment prendre les dispositions pour que vraiment qu'on fasse très très attention pour limiter la diffusion. Cette maladie n'est pas contagieuse pour l'être humain. Les autorités comptent épauler ceux-là qui ont perdu leurs animaux. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, nous sommes en train de recenser tous ceux qui ont perdu leur cheptel. On recense. Maintenant, on va voir comment essayer de préparer un kit pour vraiment aider les plus démunis. Les collectifs des organisations pastorales invitent le gouvernement à aider, et cela dans le plus bref délai, ceux-là qui sont dans la précarité due à la perte de leurs animaux. Vous posez la question, n'est-ce pas, aux éleveurs, aux agriculteurs, ils vont vous dire que cette maladie qui attaque ces deux espèces les inquiète vivement parce que ça peut impacter sur leurs conditions d'existence. La question de la mobilité, la question de transport, etc. C'est avec ces animaux la minérale. Regardez ceux qui transportent, je ne sais pas quoi, même à Niamey. C'est un animal, c'est des animaux qui jouent un rôle important. Alerter le service vétérinaire le plus proche en cas de signes tels que le toux, gonflement au niveau du loge, mais aussi lorsque du liquide coule des yeux de l'animal. Il faut également incinérer le cadavre d'animaux, car en le laissant à l'air libre, cela va contribuer à la propagation de la maladie. Refermons ce journal avec cet hommage des hommes de lettres nigériens à l'écrivain ivoirien Bernard Dadié, décédé dimanche dernier. Bernard Dadié était un illustre homme de lettres ivoirien et africain. L'hommage donc des hommes de lettres du Niger dans ce reportage de Alidou Bourema donc, et Hamza Sakou.
Homme de lettres de la deuxième période de la lutte anticoloniale, Bernard Dadié est un écrivain ivoirien ayant consacré toute sa vie pour la libération de l'Afrique à travers ses œuvres. Cet homme représente un modèle pour la jeunesse africaine. Lorsque on parle de Bernard Dadié, c'est qu'il faut retenir premièrement que c'est un homme de lettres, comme le mot le sous-entend dans toute sa force, parce qu'il a évoqué tous les genres du roman, de la poésie, du théâtre, du conte, l'épopée, presque tous les genres littéraires, des articles. C'est un homme politique, un journaliste. Donc en réalité, Bernard Dadié représente l'homme de lettres, l'homme de culture en général. L'écriture de Dadié présente quelque chose de spécifique parce que, contrairement à ses collègues écrivains de la même période qui s'étaient basés sur la critique de la colonisation, Clembé, un de ses premiers romans, présente un nouvel aspect qui évoque une bibliographie romancée qui fait un mélange de sa vie personnelle avec une imagination littéraire exacerbée. La disparition de Bernard Dadié est une grande perte pour le continent africain qui se trouve endeuillé. Sa disparition est une perte pour le continent africain dans le domaine de la littérature. Il représente un élément fondamental, un pilier de cette littérature, et quand un des piliers s'en va, c'est comme si le hangar bascule. C'est pour cela sa disparition provoque un vide, un dépit de la table s'en est allé. Comme les philosophes le disent, l'homme s'immortalise à travers les traces de ses œuvres. Si Dadié s'est éteint, c'est son corps qui est parti sous terre, son âme, ses idées, son idéologie, ses pensées, ses émotions, ses sentiments, ses craintes, ses espoirs, son espérance demeure en nous autres lecteurs. Bernard Dadié, cette bibliothèque incontestable n'est plus, mais ses œuvres restent parmi nous au quotidien. Comme l'a dit Birago Diop, les morts ne sont pas morts, ils sont toujours parmi nous. Bernard Dadié est toujours parmi nous à travers ses œuvres. Voilà, c'est donc sur cet hommage à Bernard Dadié que se reforme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.